Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter un nouveau point lecture. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue. Vous pensez bien que le mois de septembre est passé par là et comme tout le monde, reprise du boulot, reprise des activités. Donc forcément j'ai un peu moins lu et nous sommes au mois d'octobre et c'est seulement maintenant que je vous présente un nouveau point lecture. J'ai quand même 6 lectures à vous présenter et pas des moindres. Vous allez voir, j'ai autant de grosses déceptions que de gros coups de cœur. Donc c'est parti, comme d'habitude je commence par les livres que j'ai le moins appréciés pour aller vers les livres que j'ai le plus aimés. Ma grosse déception du mois, et j'en suis la première désolée, c'est le roman de Lydia Millet, Nous vivions dans un pays d'été, qui est publié aux éditions Les Escales. J'attendais beaucoup de ce bouquin qui est de la littérature contemporaine. On va suivre un groupe d'adolescents, nous sommes aux États-Unis, tous les ans ils ont l'habitude de se retrouver, donc leurs parents, plus toute la marmaille, dans une immense maison que les parents louent. Et en fait les parents laissent les enfants complètement à l'abandon, j'ai envie de dire, et les parents passent leur temps à picoler. Voilà, du matin au soir ils ne pensent qu'à boire. Ils se lèvent, ils boivent, le midi ils boivent, l'après-midi, le soir, donc ils sont toujours dans une espèce d'état éthylique assez intense. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils vont faire un petit peu leur vie. Et en fait le roman va être raconté par Eva, surnommée Evie. Et elle va raconter ces gamins qui sont, donc c'est une bande de gamins, hein, ça va d'enfants qui ont 4-5 ans jusqu'à des ados, et Eva elle a 17-18 ans, voire jeunes adultes. Et ils vont, voilà, Eva va raconter leur vie. Alors, pourquoi je n'ai pas aimé ce bouquin? Parce que d'abord le style est très spécial, je vous mets en garde. C'est Eva qui raconte l'histoire, mais elle ne dit jamais je, elle dit toujours nous. À l'instar de ce titre, mince mes livres, désolée pour ce intermède. À l'instar du titre, nous vivions dans un pays d'été. Elle va dire nous faisions ceci, nous sommes allés faire cela, etc. Voilà, donc déjà la narration, j'ai pas accroché. Ensuite, on rentre jamais vraiment au cœur des personnages, de leur psychologie, on reste à la surface parce que c'est un roman qui se lit plutôt comme une fable philosophique, un conte philosophique, une parabole, ce que vous voulez, vous voyez le genre. Il n'y a pas vraiment une intrigue sans... C'est très compliqué à vous décrire. En gros, les gamins sont livrés à eux-mêmes, donc ils nous racontent ce qu'ils vont faire, ils vont camper sur la plage, etc. Et à un moment donné, il y a une tempête qui se profile. Et là, ça part en cacahuète, parce que les gamins décident de se tirer, de prendre un van, de se barrer. Ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont aller dans la maison de cette personne. Et à un moment donné, il y a on comprend que le monde bascule dans une sorte d'apocalypse, où en tout cas les états sont complètement désorganisés et vous avez un groupe armé qui vient en gros pour récupérer de la nourriture, des munitions, des armes et qui prend un peu ces gamins en otage. Voilà, j'ai pas tout compris, j'ai pas compris la hype qu'il y a autour de ce bouquin en fait sincèrement, parce que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. D'ailleurs il y avait, voilà, il y a marqué Lydia Millet est l'une des autrices les plus fascinantes du monde. Voilà, Sa Majesté des Mouches, un petit classique cinglant, Sa Majesté des Mouches pour une nouvelle génération livrée à elle-même. Voilà, c'est une réécriture un peu de cette jeunesse désabusée. Je pense que c'est aussi un livre sur le passage de l'enfance à l'adolescence puis à l'âge adulte. Il faut le lire dans cet état d'esprit. Il ne faut pas vous dire je vais lire un bouquin sur un groupe d'ados avec une apocalypse, pas du tout. Il y a une espèce de message derrière philosophique auquel je n'ai pas du tout adhéré, vous l'avez compris. Ensuite, dans ce que j'ai le moins aimé, je passe à un polar. Trahison de Lilja Sigurdardóttir. C'est de l'islandais. C'est publié chez Point et c'est un livre que j'ai lu dans le cadre du prix du meilleur polar Point. Alors, ce roman me laisse un peu, m'embête un peu parce que j'ai à la fois beaucoup aimé et il y a un truc qui m'a gêné dedans. Alors pourquoi j'ai aimé?
j'ai aimé parce que ça se passe en Islande, que l'on suit Ursula, qui est une femme qui s'est beaucoup engagée, donc elle est notamment allée dans les camps de réfugiés en Syrie, elle est allée également dans des camps donc avec des médecins humanitaires en Afrique pour lutter contre le virus Ebola. Et du jour au lendemain, elle va se retrouver propulsée ministre de l'Intérieur eh bien, en Islande. Donc j'ai beaucoup aimé tous ces coulisses de la politique où cette femme en fait qui est une grande humaniste, qui va tout d'un coup se retrouver sous les feux de la rampe. J'ai bien aimé tout le côté coulisses, femmes, hommes politiques. Les Islandais, ils ont quand même un peu plus, je pense, d'années-lumière devant nos politiques français, puisque, alors je dis pas que la parité homme-femme est hyper bien respectée là-bas, mais en tout cas il y a beaucoup de gros progrès, donc ça j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on nous montre aussi que les hommes et les femmes politiques ne viennent pas forcément de grandes écoles, c'est un peu des gens lambda qui le jour au lendemain se lancent dans la politique, c'est un peu vous et moi qui le jour au lendemain peut devenir, en gros, je caricature, mais homme ou femme politique. Ça j'ai trouvé que c'était bien fait et j'ai beaucoup aimé surtout l'ambiance à l'islandaise. Ne serait-ce que par les noms, il neige, il fait froid, on est dans une ville, on sait pas vraiment où on est, hein. Je suis pas sûre qu'on soit à Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande, comme vous le savez. Je suis pas sûre, on sait jamais vraiment où on est, mais j'ai beaucoup aimé toute cette ambiance-là. Après, ce qui m'a gênée, c'est qu'on nous vend ce bouquin comme un polar. Et ce n'est pas un polar. Pour moi, c'est un roman, certes noir, mais c'est pas du tout un polar, parce que l'intrigue, en gros, l'intrigue du polar, c'est que Ursula va se retrouver menacée. Forcément, du jour au lendemain, les propulsées femmes ministres, elle va se retrouver menacée, elle va recevoir des emails de menaces, des lettres de menaces. Il y a une espèce de SDF qui lui tourne autour, bon c'est un peu étrange. Donc en gros, le polar va tourner autour du fait qu'elle soit menacée, mais ça va pas plus loin. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquête. Voilà, c'est pas un polar pour moi. Pour moi, c'est un roman noir, c'est un roman peut-être un peu politique. Donc c'est difficile pour moi de vous le conseiller parce que j'ai à la fois aimé l'ambiance islandaise, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, je trouve qu'elle écrit très bien, c'est fluide, ça glisse tout seul, il fait 360 pages le livre et je l'ai lu en 2 jours, mais d'un autre côté, pour moi c'est pas un polar. Donc compliqué de vous le... Voilà, sachez si vous l'achetez, si vous passez devant, sachez où vous mettez les pieds. C'est intéressant d'un point de vue sociétal, d'un point de vue politique, mais du point de vue du polar, franchement ça ne casse pas 3 pattes à un canard et c'est pas une intrigue de folie, donc vous seriez plus déçu qu'autre chose. On va entrer dans les bonnes lectures. Alors, une lecture que j'ai aimée, qui est compliquée à vous conseiller, qui est très spéciale. C'est pour ça que je la classe pas dans un top 3 de mes lectures. Je dis pas que c'est une mauvaise lecture, mais c'est très compliqué de vous la conseiller. C'est Les Portes Perdues de Shannon, je ne sais pas comment on prononce, Maguire. Et c'était aux éditions Pygmalion. C'est un tout petit livre, vous voyez, qui fait à peine 200 pages dans mes souvenirs. C'est ça, il fait à peine 200 pages. Et c'est un livre fantastique, entre la fantaisie et le fantastique. Alors, nous sommes dans un... C'est pas un orphelinat, c'est un peu une maison de correction, j'ai envie de dire. En tout cas, on envoie des ados qui ont tous en commun un passé un peu particulier. On les envoie dans cette maison en espérant que tout aille mieux dans leur vie. C'est Eleanor West, une vieille femme qui ne fait pas son âge, qui tient cette maison, et on va suivre une ado qui entre, qui vient d'entrer dans cette maison, qui s'appelle Nancy. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces ados? Ils ont tous, un jour ou l'autre, basculé de l'autre côté du miroir. Donc là c'est un petit peu le côté Alice au pays des merveilles. Ils ont tous un jour ou l'autre trouvé une porte qu'ils ont franchie et ils sont allés dans un monde parallèle. Alors très particulier, il y a des mondes parallèles très... Il y en a où c'est vraiment les licornes, les paillettes, les princesses, et d'autres où c'est un peu le monde des morts. C'est le cas de Nancy notamment. Et donc en fait ces ados, quand ils reviennent dans la réalité,
déjà souvent il s'est écoulé beaucoup de temps, en fait leurs parents les ont signalés comme disparus, ils reviennent du jour au lendemain et il a pu s'écouler 5-6 ans et en fait ils ne sont plus adaptés à la vie et ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner dans ce monde parallèle, une espèce de monde on ne sait pas vraiment, de l'au-delà. Et donc on va suivre Nancy qui débarque dans cet orphelinat. Enfin, je l'appelle l'orphelinat mais c'est pas un orphelinat, ça m'a fait penser à un orphelinat. Et elle va être avec d'autres gamins qui sont tous plus étranges les uns que les autres. Donc c'est très étrange parce qu'il faut quand même se mettre dans ce, vous voyez, ce côté un peu fantastique, un peu bizarre. Il faut quand même se dire ouais d'accord, les portes perdues, ils franchissent une porte, ils vont dans un autre monde et ils reviennent dans notre monde et ils sont changés. Il va y avoir dans cette maison qui accueille les enfants des meurtres, donc il y a une espèce d'enquête. Sachant que c'est le premier tome d'une... il y a plusieurs... je crois qu'il y en a déjà 4 ou 5 qui sont parus, qui n'ont pas été traduits. Et à chaque fois, on suit... Donc là, on suit Nancy, et à la fin, ça se termine. L'histoire pour Nancy se termine. Donc je pense qu'à chaque fois, on va suivre un personnage différent. Donc j'ai aimé le côté très fantastique, le côté Alice au pays des merveilles, où on apprend plein de choses bizarres. Mais d'un autre côté, c'est frustrant parce que ça reste... Est-ce que, en fait... Voilà, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces gamins ont vraiment pénétré dans un autre monde parallèle, ou alors est-ce que c'est une métaphore simplement de la crise d'adolescence? Est-ce que ces gamins refusent de grandir, ils ont le syndrome de Peter Pan, ils refusent de grandir et ils ne veulent pas devenir adultes, ou est-ce qu'ils sont tout simplement, ils ont des maladies mentales, est-ce qu'on parle de schizophrénie, est-ce qu'on parle de, je sais pas, d'autres choses. Vous voyez, je savais pas si c'était une métaphore de ça, je pense qu'il y a un côté métaphorique, mais est-ce que l'autrice nous le vend vraiment comme ils ont franchi un mur, une porte, ils sont allés de l'autre côté du miroir, ou alors est-ce qu'ils sont vraiment dans leur, ça se passe dans leur tête. Et ça, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Donc c'est, vous voyez, j'ai du mal à vous le conseiller parce que je sais que ça va pas plaire au plus grand nombre, mais je sais que pour certains ça va le faire. Donc il faut se laisser embarquer, l'écriture est aussi assez étrange, voilà. Moi j'ai aimé, moi personnellement ça l'a fait, mais je sais que c'est un bouquin qui est dur à vous conseiller. Donc à vous de voir. Je vous conseille en fait si vous allez en librairie, peut-être de lire peut-être le premier chapitre qui est assez court pour voir si ça va le faire ou pas. On rentre dans le top 3. 3 excellentes lectures. Ça va être compliqué de les départager. Je vais commencer avec le tome 2 de ça, de Stephen King, toujours au livre de poche, que j'ai lu dans le cadre du groupe de lecture Un King par mois ensemble. Et comment vous dire que je me suis régalée. J'ai lu au mois d'août le tome 1, au mois de septembre c'était le tome 2, et je crois que j'ai encore surkiffé, j'ai plus kiffé le tome 2 que le tome 3, que le tome 1, tout va bien. C'était vraiment super bien. Je vais passer vite parce que c'est un tome 2 et j'ai pas envie de vous spoiler, et j'ai pas envie, voilà, je vais pas m'étaler sur un tome 2, ce serait complètement ridicule. Sachez seulement qu'ici, c'est vrai qu'on s'enfonce un peu plus dans la noirceur des hantises des personnages. C'est un tome qui est beaucoup plus noir. On suit moitié-moitié les adultes, moitié-moitié les enfants, alors que dans le tome 1 on suit beaucoup plus les enfants. Là les adultes, parce que si vous vous rappelez, dans le tome 1 on fait des allers et retours entre là, le groupe d'amis lorsqu'ils sont gamins, le groupe d'amis lorsqu'ils sont adultes. Là on les suit davantage quand ils sont adultes, et en parallèle on a la résolution de l'intrigue, comment ils font pour se débarrasser de ça lorsqu'ils sont enfants, et comment ils font pour se débarrasser de ça lorsqu'ils sont adultes. C'était super bien. Je sais qu'il y a des scènes qui ont choqué certains autres lecteurs, notamment une scène avec Beverly. Moi ça m'a pas choqué, dans le sens où je comprends ce qu'a voulu faire Stephen King ici. Je comprends, pour moi la manière dont il a voulu résoudre ce problème, ça a un lien avec la psychanalyse, donc pour moi ça m'a pas vraiment choqué. Et puis en fait je suis super contente parce qu'on a quand même des explications d'où vient ça, donc ça c'est hyper intéressant. Je pensais pas qu'en fait on aurait une explication entre guillemets rationnelle sur la venue de ce fameux clown qui prend en fait
qui est un croque-mitaine et en fait qui prend l'apparence de vos peurs les plus intimes. Voilà, c'est trop bien, je suis hyper contente de l'avoir lu. Voilà, je trouve que ça me va bien. Et je ne peux que vous conseiller de lire ce bouquin parce que moi j'avais de gros a priori, je pensais que ça allait être que du gore, que du sanglant, que du sanguinolent et Dieu sait que j'aime pas ça. Et en fait pas du tout. C'est avant tout une très belle histoire d'amitié et je vous conseille vraiment à 100% parce que c'était une lecture exceptionnelle. L'autre très très bonne lecture, coup de cœur que je vous présente, c'est également un tome 2, donc c'est pareil, je ne vais pas m'appesantir dessus. Il s'agit de la suite de la saga des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett, le tome 2 qui s'intitule Le Retour du Hiérophante, où il faut avoir lu absolument le premier tome pour vous lancer dans ce tome 2, sinon vous n'allez rien comprendre. Nous sommes dans un système de magie qui est hyper intéressant, je n'avais jamais vu jusque là, où en fait les objets sont enluminés, c'est-à-dire qu'on leur... en fait, vous prenez un objet et vous lui mettez une enluminure, donc une espèce de code, pour faire simple. Et par exemple, l'eau, je prends un tuyau avec de l'eau, au lieu de dire à l'eau de couler la gravité, vous persuadez l'eau, le tuyau d'envoyer et l'eau d'aller du bas vers le haut, par exemple. Voilà. C'est un univers de magie hyper complexe, parfois très complexe dans ce tome 2. Il y a des passages où j'ai parfois eu du mal à saisir ce que voulait dire l'auteur, mais c'est pas très grave. On est tout de suite propulsé au cœur de l'action. Donc l'auteur, il prend pas de gants. Hein. Premier chapitre, il va pas nous rappeler ce qui s'est passé dans le précédent tome, il y va direct. Il y a de l'action pratiquement à tous les étages. Les personnages, je trouve, sont encore meilleurs que dans le premier tome parce qu'ils ont vraiment des liens qui se nouent entre eux, des liens souvent très drôles, très sarcastiques. J'ai trouvé ça vraiment bien vu, il y a beaucoup d'humour. Robert Jackson Bennett, il manie l'humour avec... parfois avec... il y va comme un bourrin, puis parfois c'est assez... il y a beaucoup d'ironie. Ça marche très bien. J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. On retrouve le personnage de... je le dis, le personnage de Clé, j'en dis pas plus, qui est mon personnage préféré. On le retrouve ici et je suis trop contente de le retrouver, même si c'est vers la fin du bouquin. Le personnage de Sancia qui est vraiment pas mal. Les autres personnages qui prennent plus d'épaisseur, c'est pas seulement Sancia, c'est les autres personnages aussi qui sont vraiment très intéressants. Et que dire de plus que lancez-vous dans cette saga, ce sera une trilogie. Le troisième tome est prévu en 2023 chez Albin Michel parce qu'il sort en 2022 en langue anglaise. Donc voilà. Et en plus, illustration de folie, bouquin superbe, donc lancez-vous dans cette saga, franchement ça vaut le coup. Voilà, celui-ci il est à 24,90 €, mais c'est vraiment un très très bon investissement. Si vous aimez la très bonne fantasy avec un univers bien complexe, allez-y à 100%, à 1000%. Et le dernier bouquin que je veux vous présenter dans ce point lecture, c'est un coup de cœur absolu. Ça va être compliqué aussi de vous en parler parce que c'est un roman énormissime. C'est Notre part de nuit de Mariana Enriquez aux éditions du Sous-Sol. Une belle bricasse qui fait 800 pages. Non, pas tout à fait, j'exagère. Allez, 760 pages. Comment vous parler de ce livre auquel je pense encore, que je relirai, je pense, que je vais garder précieusement dans ma bibliothèque et que je relirai, je pense, dans quelques années. Alors, c'est un bouquin qui se passe en Argentine. On est en Argentine au départ, nous sommes dans les années 90, si je ne me trompe pas. Et on va suivre, ouais, dans les années 80. On va suivre Juan et son fils Gaspard, qui sillonnent l'Argentine pour fuir une espèce de secte. Gaspard est un médium. Il communique avec ce qu'on appelle l'obscurité dans ce bouquin, qui n'est pas une entité très sympathique. Et cette obscurité, grosso modo, la secte qui exploite Juan se sert de l'obscurité, enfin veut se servir de l'obscurité, comme toujours pour, alors pas devenir le maître du monde, mais ici c'est pour avoir l'immortalité, plus de richesse, etc. C'est toujours la même rengaine. Et Juan a été, on comprend au fur et à mesure que Juan a été exploité par cette secte qui ne lui veut pas du bien,
il a un lien spécial. Alors pourquoi est-ce qu'il s'enfuit pas directement, qu'il coupe pas les ponts? C'est pas si facile que ça, parce qu'il a un lien avec cette secte que je vous laisse découvrir dans ce bouquin. Et Juan a un fils qui s'appelle Gaspard. Et Gaspard, enfin Juan s'aperçoit que Gaspard a le même don. Il a le don de voir, notamment, enfin de communiquer avec cette obscurité. Et il veut absolument que Gaspard échappe à cette secte. D'où leur fuite à travers l'Argentine. On ne comprend pas toujours l'attitude de Juan face à Gaspard. C'est un père qui peut se montrer parfois violent, voire méchant. Mais en fait, à la fin du roman, toutes les pièces du puzzle se mettent en place et on comprend tout l'amour que ce père a pour ce fils. Ce qui est très intéressant, c'est que la narration fait des allers-retours. On passe de 1980 à 1983, puis on va avancer dans le temps quand Gaspard est plus grand, puis on va revenir dans les années 90. On va avoir plusieurs points de vue, on va avoir le point de vue de Juan, le point de vue de Gaspard, on va avoir le point de vue de la mère de Gaspard, on va avoir le point de vue d'une journaliste qui mène une enquête. Tout ça sur fond de dictature en Argentine où les gens disparaissent du jour au lendemain, où la corruption règne dans ce pays, où il n'y a pas forcément voilà, d'hommes politiques honnêtes. Je ne sais d'ailleurs pas si les deux mots fonctionnent ensemble. Enfin, c'est une somme, c'est un énorme bouquin. C'est vrai qu'au début, la première partie où on suit Juan et Gaspard à travers cette Argentine, c'est pas qu'elle m'a paru longue, mais je me suis dit, oh là là, si tout le bouquin c'est ça, je vais m'ennuyer. Et en fait, le fait que l'autrice choisisse une narration où elle va revenir en arrière, puis elle va faire des sauts dans le temps, il va y avoir à un moment donné du fantastique. C'est drôle parce que j'ai lu ce bouquin, on nous parle à un moment de portes, pareil, de portes ouvertes comme dans le bouquin que je vous ai présenté sur les portes perdues. Et ces deux livres se faisaient écho. Je les ai lus à très peu d'intervalle et il y a un peu ce même thème d'ouvrir une porte sur un monde parallèle. Voilà, si vous êtes prêts à entendre tout ça, si vous êtes prêts à lire une vraie histoire d'amour entre un père et son fils, qu'est-ce que l'amour paternel, qu'est-ce que l'amour filial, qu'est-ce que l'amour maternel aussi, la fin m'a complètement scotché. Il y a des passages qui sont hyper durs, qui sont très glauques, des passages de torture hein, carrément, qui sont très difficiles, des passages où on ne comprend pas pourquoi Juan en vient parfois à battre son fils, à le martyriser, mais en fait on le comprend par la suite. Il y a des passages qui sont d'une beauté, qui sont d'une poésie vraiment incroyable. Ouais, c'était super, franchement, c'était super bien. C'est un livre qui m'a beaucoup émue parce que moi, il y a plein de choses qui ont fait écho en moi. Il y a vraiment des passages qui sont magnifiques. Voilà, franchement, là encore, c'est un livre, faites-le vous offrir aux fêtes de fin d'année par exemple. C'est un livre qui vaut vraiment le coup et je pense qu'il fera date parce que c'est dommage qu'on n'en parle pas plus parce que vraiment pour moi c'est un livre, je le verrais vraiment bien adapté au cinéma par exemple. Ça pourrait donner un film extraordinaire. C'était super beau quoi, c'était incroyable. Lisez ce bouquin parce que on lit peu de livres de cette qualité dans une vie en fait. On en lit peu, on en lit quelques fois, parfois on tombe sur des pépites et ouais, c'est incroyable. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre à 100%. Accrochez-vous un peu au début et vous verrez, c'est vraiment une histoire fabuleuse. Voilà, c'en est tout de ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. J'espère revenir assez rapidement. J'espère pouvoir enchaîner un peu les lectures parce que j'ai l'impression de stagner un petit peu en ce moment. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu certains des livres, vous avez aimé, pas aimé, ou si justement je vous ai donné envie d'en lire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, Carolivre, comme d'habitude vous connaissez le chemin. Je pense que je vais réussir à vous tourner quand même un petit book haul parce que j'étais en no-buy au mois de septembre, donc je n'ai rien acheté, mais là au mois d'octobre j'ai fait un salon du livre. J'ai réduit drastiquement mes services presse, mais j'en ai quand même reçu.
quelques-uns, donc j'ai quand même 2-3 petites choses à vous montrer, donc j'essaierai de vous tourner ça plutôt fin octobre, un petit book haul si ça vous intéresse. En attendant, faites de très belles lectures, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!